Merci pour l'invitation. Je dois dire que je change complètement de sujet. C'est la première fois que je fais cette causerie aujourd'hui. Et Jean Garrigou en est en partie responsable parce qu'il m'a dit un jour, tu comprends, on en a marre des chroniques catalanes et du Moyen-Âge catalan, alors tu pourrais changer de sujet. Alors je lui ai dit, les sorcières, ça te va? Il me dit oui, les sorcières, tu viendras la faire la première à Bagnos. Bon, donc je suis là. Alors, vous avez remarqué la date, début du XVIIe siècle. Début du XVIIe siècle, ici, bon, le Roussillon est englobé dans un ensemble qu'on appelle le Principat de Catalogne, avec ses constitutions et ses lois. Et ce même Principat de Catalogne est englobé dans le royaume d'Espagne. Donc nous sommes en Espagne. Celui qui commande ici, c'est le roi d'Espagne. Et ensuite, le Principat de Catalogne, où il y a un gouverneur qui dépend du roi. Alors, d'abord, je voulais la faire en catalan. Ça s'appelait Bruches et Bruchots. Bruches et Bruchots. Il y a quand même certaines personnes qui comprennent le catalan. Oui, oui, oui. Pas trop. Non. Quand j'aurai à dire des choses en catalan, je les traduirai. Bon, je le comprends. Bon, c'est normal. C'est normal aussi. Alors, pas l'occasion. D'abord, les sorciers et les sorcières existent de toute antiquité. On les trouve déjà dans la Bible. Si vous prenez les textes de l'Exode ou de Deutéronome, ce sont les continuateurs de l'œuvre du diable et des anges déchus, dont la mission est de faire du mal à l'humanité et de détruire l'œuvre de Dieu. Ils sont présents dans la littérature classique, chez Homère en particulier, vous les voyez, les sorciers, et également à Rome. À Rome, vous en avez partout, des sorcières. Cette mosaïque de Pompéi en est la preuve. En fait, les sorciers et les sorcières sont un fait de civilisation. D'ailleurs, la croyance à la possibilité de mettre en œuvre par certaines pratiques des forces naturelles à des fins nuisibles se retrouve dans toutes les religions et sociétés primitives. Mais pas seulement, puisqu'elle est présente dans nos sociétés dites évoluées, jusqu'à l'époque moderne, et peut-être même aujourd'hui. Cette collusion active avec les forces mauvaises est appelée magie noire. Les pratiques de magie noire ont toujours été surveillées et réprimées par l'Église. Mais jusqu'à la fin du XIIIe siècle, les peines prononcées ont été légères contre les devins, les adeptes de la nécromancie, les jeteurs de sorts, les guérisseurs et guérisseuses de tout poil. L'Église a longtemps été indulgente, considérant alors que ces personnes étaient sujettes à des hallucinations ou des illusions des sens. Seul cadre où le diable pouvait agir de manière autonome, car l'Église ne croyait pas à la réalité des phénomènes magiques. Mais au XIVe siècle, époque de guerre et de crise économique, des maux multiples s'abattent sur les hommes. La grande peste noire de 1348 en particulier, qui va faire périr la moitié de la population de l'Europe, avec ses nombreuses répliques, il y en a eu plusieurs après, confirmant dans l'opinion publique que Satan, par l'intermédiaire d'innombrables agents, était à l'œuvre sur la terre, et bien sûr, ceci va provoquer une violente épidémie de superstition. La croyance en la sorcellerie gagnant du terrain, l'Église va céder aux pulsions populaires, changer de cap et confier les problèmes de sorcellerie au tribunal de l'Inquisition. Sous l'influence de certains cercles dominicains et franciscains, elle définit alors une nouvelle sorte de groupe subversif, car elle fait désormais le lien entre ces pratiques de magie et le monde de l'hérésie et du diabolisme, posant ainsi les bases de ce qu'allait devenir le crime de sorcellerie.
C'est ce que confirment plusieurs bulles des papes, Jean XXII en 1328, Alexandre V en 1409 et Innocent VIII en 1484. La papauté et l'Inquisition ont le sentiment de vivre la désintégration du monde sous l'influence du diable, dont les sorcières sont déclarées les complices. Ce revirement va provoquer à son tour une recrudescence de la persécution contre ceux qu'on accuse de sorcellerie. Dès lors, ceux et celles qui sont soupçonnés de se livrer à des pratiques de magie, de divination, de nécromancie, de spiritisme, de maléfices par contact, regard ou même action à distance, sortilège, envoûtement, hypnotisme, filtre d'amour, préparation d'organes divers pouvant provoquer la maladie ou la mort chez les gens ou chez le bétail, seront considérés non seulement comme coupables de se livrer à la sorcellerie, mais comme des membres d'une conjuration diabolique qui ont prêté hommage au diable. La sorcellerie ou la possession de pouvoirs occultes est assimilée à un pacte avec le diable, donc à une apostasie de la foi, ce qui est un péché mortel. Le crime de sorcellerie était né. Contrairement à la sorcellerie médiévale, qui agissait individuellement en se fondant sur la magie, ce qui avait peu de répercussions, la nouvelle définition de la sorcellerie fait de la sorcière un danger grave pour la tranquillité de communautés locales et pour l'ordre chrétien. Mais pour passer à la répression, il manquait deux choses. Un, l'acceptation de cette nouvelle construction intellectuelle par les secteurs dirigeants. Et deux, son extension dans le reste de la société et dans les classes populaires. Au XVe siècle, tout était mûr, accentué par la publication de nombreux traités de démonologie, diffusés largement grâce à l'imprimerie, qui ont contribué à populariser la chose. Les inquisiteurs vont alors élaborer intellectuellement une doctrine et une pratique dans lesquelles ils définissent ce qu'est une sorcière ou un sorcier, comment il fallait faire pour les éloigner de la société et les éliminer, et donc ceci va donner une base juridique à la persécution et justifiera des châtiments exemplaires et des exécutions sommaires à partir du XVe siècle, époque où les premières chasses aux sorcières systématiques ont commencé en Catalogne. Un texte catalan en témoigne. Les ordinations de la Vall-Laner d'Arnaud Roger IV, comte de Payas, en 1424. Il cristallise le stéréotype de la sorcière en y incluant les réunions avec le diable, l'apostasie, l'infanticide, les maléfices et les poisons. Et conclut, nous ordonnons que désormais tout homme, toute femme qui va la nuit avec des sorcières au lieu de biternes, où il fera hommage au diable, reniera Dieu, appliquera des pommades aux petits enfants et les tuera, donnera des poisons, et bien celui-là perdra le corps et tous ses biens, et de son corps on fera poussière. Biterne est le lieu imaginaire où se réunissent les sorcières, une grotte où elles adorent le diable, qui apparaît souvent sous la forme d'un bouc. Un peu plus tard, en Allemagne, apparaît un ouvrage qui deviendra la base de toutes les procédures qui suivront dans toute l'Europe. Cet ouvrage est écrit par deux dominicains allemands, Heinrich Kramer et Jacob Sprenger. Cet ouvrage s'appelle « Le marteau des sorcières », publié en 1487 et constamment traduit dans toute l'Europe et réédité au point d'avoir été produit à plus de 50 000 exemplaires, ce qui est énorme pour l'époque et ce qui est peut-être le plus grand succès de librairie de la fin du Moyen-Âge. Ce livre donne les moyens d'identifier les sorciers et décrit leurs pratiques. Ce sera désormais la Bible des inquisiteurs. Je vais vous le montrer. Voilà, le marteau des sorcières, dans une édition en langue latine. Bien sûr, puisqu'à l'époque,
tout ce qui était scientifique ou pseudo-scientifique était publié en latin. Désormais, les épidémies de sorcellerie se succèdent du milieu du XVe au milieu du XVIIe siècle, accompagnées de procès et de chasses aux sorcières qui ne sont en réalité qu'une parade, la sorcière étant devenue un bouc émissaire qu'il faut supprimer pour le bien de l'ordre social. Même les réformés protestants d'Allemagne n'y changeront rien. Luther croyait à la présence du démon. Cette culture, entre guillemets, a contaminé les classes populaires qui se sont associées à la répression au point que ce sont les pouvoirs locaux, municipalités et seigneurs locaux, qui sont désormais à l'initiative de la chasse et qui vont même déborder l'institution de l'Inquisition elle-même. Cette dernière, qui était spécialiste des hérésies, ne peut pas s'opposer à ceux, donc municipalités et seigneurs locaux, qui sont les garants de l'ordre public. Et maintenant, le moment est venu de voir ce que c'est que cette culture populaire qui associe largement les sorcières. À côté de la sorcellerie considérée comme une apostasie, les peuples de toute l'Europe ont créé peu à peu des récits et des croyances, une mythologie populaire que nous pouvons appeler sorcellerie populaire ou superstition, qui a produit chez nous et ailleurs une abondante littérature. Alors, ça nous donnera une image de la sorcière, qui est une femme pauvre, laide, vieille et ridée, mal vêtue, décharnée, mal peignée, sans foyer ni famille. Je me souviens qu'à Boyès, Jean-Pierre Parel est là témoin, il y a à peu près 70 ans, on traitait de bruche, de sorcière, une pauvre femme qui correspondait exactement à ce signalement. Elle était méchante en plus. Oui, oui, qui n'empêchait pas les garnements, comme nous, d'aller pisser sur sa porte. Elle le poursuivait. Et d'ailleurs, elle a même été peinte par les plus grands. Vous voyez, Goya lui-même ne s'est pas refusé ce plaisir de peindre des sorcières. On est en train de loindre de langage, je ne sais pas, diabolique, probablement. Admirées et craintes à la fois, elles apparaissent dans la majorité des contes populaires. Elles apparaissent dans la toponymie, puis place ou rocher des sorcières ou du diable. Leur nom est lié à des montagnes, des villages, et même à des familles dont on croyait qu'elles étaient de la race des sorcières. Là, vous avez, c'est la Rocca del Diablo, hein, et vous avez là-haut un bouc. Les exemples que je prendrai seront presque tous tirés de l'ouvrage du grand folkloriste catalan Joan Amades, pas le nôtre aussi, Joan Amades, publié en 1933, ou de la thèse de Nicole Roure, qui date de 1964. Pour Joan Amades, d'abord il y a les sorciers et sorcières de naissance, par le lieu de naissance, par le jour de naissance, par héritage familial, bon, par ordre de naissance dans la famille. Dans certains villages, toutes les femmes sont bruches. Toutes les femmes sont sorcières. À Diens, à Nambourdan, n'y passez pas, c'est le cas. Mais ici, dans Honconflant et en Cerdagne, n'allez pas à Planes ou à Yo, en Cerdagne, hein, parce que toutes les femmes sont bruches. Voilà. Et évitez, si vous voulez, Olette ou Évole, parce qu'il y en a beaucoup encore. Enfin, du moins, il y en avait beaucoup à l'époque. Et ceux-là et celles-là ont un don naturel. Ils ne sont pas tous mauvais. Ils sont guérisseurs. Ils utilisent des procédés de magie ou guérissent les plaies en les bénissant. Les endevinaires rossignolais, ceux qui devinent, soignent l'herpès en jetant un bout de bois au feu en attendant qu'il sèche. Vous pouvez essayer. Ils guérissent les verrues
en jetant des haricots dans un puits. Autant qu'il y a de verrues, hein. Ne vous trompez pas. Hein. Et il guérissent le paludisme aussi en faisant bouillir des clous dans une jarre en terre. Les courandelles pour sillonner, pour remettre en place bras et jambes. Le maniaque de Poyet serait un courandelle. Mais lui, il était plutôt abonné à la vive bouteille. Hein. Les sacerdotes découvrent les maladies dont vous souffrez et les guérissent avec des formules cabalistiques ou des prières. Ils prétendent même guérir la rage avec l'aide d'un saint, d'une sainte, Santa Quiteria. Vous pouvez la prier. Hein. Ensuite, voilà. Certains sucent les plaies et guérissent les morsures de scorpions ou même les ganglions du cou. Il faut dire aussi que ceux-là ont une tache rouge au fond de la gorge qui les immunise contre la contagion. Hein. Moi, je n'ai pas. D'autres, les seigneurs, disent des prières curatives, font des signes de croix ou cassent le mal avec des croix ou avec de l'eau bénite. Et ne croyez pas que ça se soit arrêté au XVIIe siècle. Elles se sont perpétuées longtemps en Roussillon. En 1811, en particulier, un officier de santé d'Elne, nommé Ramonette, les dénonçait avec virulence dans un rapport qu'il envoyait au commissaire général du gouvernement. Il les accusait de faire mourir les gens de la rage en particulier. Parce qu'il y avait certains qui prétendaient guérir la rage. Bien sûr, on n'avait guéri la rage comme ça. Alors, Ramonette signalait ça aux autorités. Il donnait d'ailleurs la liste nominative de ces imposteurs. Et en particulier, il désignait un sieur Cortade de Perpignan, qui en plus faisait tourner le tamis pour détecter les sorcières. Procédé que l'on retrouve à la même époque dans le Béarn. Ce rapport fut sans effet. Car ils étaient encore bien actifs à la fin du 19e en Roussillon, et avaient encore une bonne clientèle. Ils étaient établis à Vinça ou à Thuir. Mais tout le monde ne pouvait pas être saludador. Il fallait être septième, c'est-à-dire septième fils, sans interruption de filles du même père et de la même mère. Et on les initiait seulement à Bessalou, n'importe. Hein. Ça, c'est la sorcellerie innée. Mais maintenant, il y a la sorcellerie acquise. Et celle-là est d'un tout autre domaine. Celui ou celle qui veut devenir sorcier doit être présenté par un autre pour entrer dans la secte. Et lui, ou elle, doit passer un pacte avec le diable et lui rendre hommage. Comment lui rendre hommage? Oh, regardez à gauche. On lui baisse la nuque, bien sûr. C'est comme ça. Hein. Il doit donc rendre hommage au diable. Vous l'avez, c'est la forme. Le diable est un bouc. Hein. Renier Dieu et le baptême. Ne plus croire. Mentir en confession. Ne jamais prononcer le nom de Dieu. Et faire le plus de mal possible à la religion. Alors seulement, le diable le marque à l'épaule. Clac, il lui met la marque du diable. Et il lui donne aide et protection. Si c'est une femme, elle doit avoir des rapports sexuels avec le diable, qui se présente souvent sous la forme d'un bouc. À gauche. Hein? Non, à droite. À droite. C'est là, elle est en train d'avoir des rapports sexuels avec le diable. Mais là, oui, vous voyez la queue qui sort. Hein? En Roussillon, il y a l'interrogatoire pour les apprentis sorciers. L'impétrant doit promettre Jures ne servir mai altres deus que nosaltres. Tu jures de ne jamais plus servir d'autres dieux que nous. Renegues de Déu et del baptisme que vas rebre. Tu renies Dieu et le baptême que tu as reçu. Prometes no fer mai més sinó la voluntat nostra.
Tu promets de ne jamais faire autre chose que notre volonté. Promets nu anomenar mai el nom de Déu de cap forma, ni manera. No confessar mai la veritat, si per cas te confesses. Tu promets de ne jamais citer le nom de Dieu sous aucune forme, de ne jamais dire la vérité, et si au cas où tu te confesserais. Prometes apartar-te de Déu, no seguir sa lei et faire-lui tout le mal que puguis. Tu promets t'éloigner de Dieu, ne pas suivre sa loi et lui faire tout le mal que tu pourras. Alors, si l'impétrant est d'accord, il jure sur un livre noir dans lequel il y a une seule page blanche. Une fois le pacte conclu, le diable le marque à l'épaule avec une patte de coq ou de lapin. Mais on peut devenir sorcier ou sorcière sans l'aide du diable. Et ça, c'est à votre portée. En s'étendant nu sur un lit de ronces piquantes et en reniant Dieu de toutes ses forces. À ce moment, la personne prend la forme d'un chat ou d'un renard et peut faire tout le mal possible. Vous voyez là. Un autre procédé consiste à faire passer une aiguille à tricoter de l'oreille gauche à l'oreille droite. Et vous pouvez essayer. Et pendant que vous l'avez à l'intérieur, vous profitez de tous les avantages et de tous les pouvoirs de la sorcellerie. Les pouvoirs prêtés aux sorcières sont en effet multiples. Provoquer d'abord des tempêtes et la grêle. Un poil de chèvre est attaché à chaque grêlon. À Bâche, plusieurs personnes trouvèrent un jour leur chèvre totalement tondue. À force de chercher, on finit par trouver un tas de poils. C'était les sorcières, les bruches qui les avaient tondues en préparant la grêle. Tu la connaissais celle-là? Oui. Donc c'est vrai. Oui, c'est sûr. Non, C'est dans les textes, c'est pas moi qui l'ai vu. Ah bon? D'ailleurs, Joan Amades a recueilli ça à Bâche. Oui. Joan Amades a recueilli cette tradition à Bâche. Elles utilisent parfois une baguette magique, mais pas en roseau, en bois d'aulne, en bois de vergne. Mais elles ne doivent pas la perdre, parce que je peine de perdre le pouvoir maléfique, bien sûr. Une sorcière sans baguette. C'est pas un balai, en bois d'aulne. Oui, c'est le balai alors. Attendez, non, c'est pas ça, c'est pas la même chose. C'est la baguette, le bois de vergne. Elle se livre dans des sortilèges et jette des sorts. À droite. Elle jette des sorts. Par le mauvais œil, la mala mirada, elles peuvent vous donner des maladies et même causer des infirmités, paralysie, goitre, bosse, et faire souffrir les autres. Car la croyance populaire est que la maladie n'est pas seulement un mal physique, mais plutôt la manifestation extérieure d'un sort qui a été jeté au malade. On ne peut s'en débarrasser quand vous en appelez à un sorcier ou une sorcière d'un pouvoir supérieur à celui qui vous a intoxiqué. Et alors, celui-ci vous désensorcellera, vous désembauchera en catalan. Cette croyance était profondément ancrée en Roussillon pour traiter le naïgemen. Le naïgemen, c'était une maladie de langueur qui frappait les petits-enfants. N'est-ce pas, docteur? Le naïgemen, une maladie de langueur qui frappait les petits-enfants. La tisane d'espouille Que la guérisseuse ou sorcière pourra traiter avec
avec une tisane de spoileralites. Comment c'est en français, spoileralites? C'est Le gratte-cul, oui. oui, Le gratte-cul. C'est ça. Voilà. Que la guérisseuse ou sorcière pourra même traiter à distance. Hein. C'est ainsi encore que font aujourd'hui ceux qui vous ôtent le feu. Hein. Elles peuvent ensorceler un fruit qui vous empoisonnera. Mais attention, c'est réversible. Parce que si vous jetez le feu au feu, c'est la sorcière qui sera brûlée. Ah, ah. Un exemple de cette réversibilité. Un jour, un homme s'est aperçu qu'il perdait un bœuf chaque année le jour de la fête du Saint du village, de la fête de Majo. Il se met dans les tables le jour de la fête de Majo avec un fusil. Alors, un gros oiseau entre. Bam! Il tire et le blesse à une aile. L'oiseau s'enfuit. Une fois qu'il retourne chez lui, il retrouve sa mère au lit avec un bras cassé. Ah! La brouche était sa mère. Et les animaux, plus précisément visés par les sorcières, étaient les animaux qui avaient le plus de prix pour le paysan, c'est-à-dire les porcs à engrais. C'est pourquoi, à Olette, le 17 janvier, on offrait des pieds de cochon à Saint-Antoine qui étaient chargés de protéger les porcs à engrais. Mais elles peuvent aussi, les sorcières, et les sorciers, enfin il y a beaucoup plus de sorcières que de sorciers, elles peuvent aussi provoquer des maladies psychologiques. À Majorque, elles sont connues pour traiter les maladies de l'âme. Elles peuvent faire aimer. C'est l'envoûtement d'amour. Haïr. Rendre nostalgique. Faire perdre la raison. Oublier. On racontait en Catalogne l'histoire de ce coiffeur pressé par une sorcière de donner une touffe de cheveux de l'un de ses clients. Alors il ne lui donne pas une touffe de cheveux, il lui donne des poils de son âne. Qu'est-ce qui se passe? L'âne se précipite chez la sorcière avec toutes les marques d'un violent amour. Vous imaginez les marques d'un violent amour chez l'âne, hein? Bon, c'est spectaculaire. On ne sait pas comment la sorcière s'en est sortie. Elles ont des animaux amis, les coqs blancs en particulier. Donc il faut éviter d'avoir des animaux blancs dans les troupeaux. Mais ceux qui sont leurs amis sont surtout les chats noirs et les coqs. Elles ont même des saints qui les aident. Saint-Sylvestre en particulier, le dernier de l'année. Leur pouvoir est, paraît-il, à leur maximum cette nuit-là, la nuit de Saint-Sylvestre. Une fois, toutes celles de l'Empourdan se réunirent pour faire tomber le clocher de l'église de Figueres. Car les sonneries des cloches les empêchaient de faire tomber la grêle. Elles volent toutes au-dessus du clocher, mais les cloches se mettent à sonner à ce moment-là, et elles doivent toutes s'enfuir. Donc elles n'ont pas réussi à tomber le clocher de l'église de Figueres, qui est toujours debout, que je sache. C'est sur les petits enfants qu'elles ont un grand pouvoir. Et cette croyance à la vie dure. À la fin du XVIIe siècle encore, le maréchal Ferrand de la Cluse, l'écluse, accusé d'une nommée marquise du même village, d'avoir fait mourir sa petite fille, et aussi tout son menu bétail. Et bien sûr, il disait partout qu'elle était sorcière. L'affaire se termina en justice, car Marquez, la sorcière, se plaignit aux autorités que ce maréchal Ferrand l'a désignée comme sorcière. Et elle ne fut pas condamnée, bien sûr. Dans les années 50 de ce siècle, j'ai encore un exemple dans un petit village du Portugal. Une petite fille était morte. On a trouvé sur elle des aiguilles. Et la sorcière du village s'était vantée au père de l'avoir fait mourir.
Aussitôt, le père se précipite, la prend à la gorge, et là aussi, l'affaire se termine en justice. Une aiguille sur la cuisse d'un enfant, il peut mourir, mais ressusciter si on retire l'aiguille. Elles peuvent se changer en chat, chien, renard ou mule. À gauche, généralement noir et très poilu. Elles peuvent voler à l'aide d'un balai. Vous les voyez. Elles peuvent voler à l'aide d'un balai. À minuit, au cri de Altafouille, pêche fouille, vole par la cime d'Altafouille. Elles se métamorphosent et s'envolent. Mais il ne faut pas essayer de les imiter. Un jour, un homme qui savait que sa femme était sorcière et qu'elle s'envolait la nuit, voulut l'imiter. Il sauta du toit, et bien sûr, ce tuant sautant du toit. Elles ont la faculté d'envoûter les gens et de pénétrer leurs pensées. Elles se connaissent toutes, se réunissent le samedi soir, le soir du sabbat, et font de véritables orgies. Elles font de véritables orgies, donc. Elles dansent une sorte de sardane, vous voyez à droite, et c'est le diable qui vient parfois sous la forme d'un bouc et qui joue du flabiol dans l'arbre. Vous pouvez encore voir cette cérémonie reproduite tous les ans en Catalogne à Sant Feliu Sasserra. À Sant Feliu Sasserra. Je connais personnellement celui qui fait le bouc et qui était kiné à Coyo il y a quelques années. Je ne vous dis pas le nom. Je ne dis pas le nom. Mais je le connais personnellement. Je suis invité tous les ans, ça fait le Sasserra, en tant que spécialiste des bruches. Il y a les femmes, toutes les sorcières du village qui font la danse, une sorte de sartane comme ici. L'assistance des sorcières à ces réunions est obligatoire. Si vous ne voulez pas, le diable sévit. Chez nous, les réunions ont lieu au sommet du Canigou. Ou alors, près de l'étang de la Noce, à Angostrine. Ou sous le pic de Tetzevens, dans le massif du Canigou. Aux étangs de Carança. Ou alors, au col de Malrems, entre la Manère et Begette. Ou encore à Viterno. Viterno, qui est une grotte très serrée. Ou bien au Foulard de las Encantadas, inspiré de la Glie. Ou encore place de la Forge, près d'Estoy. De là, elles s'envolent toutes à la forêt de Balach pour leur réunion. Une légende du XIXe siècle, recueillie en 1882 par Anthony Geoffrey, raconte, sous forme de poème, les aventures de l'auteur au lac de Carança. Il a le malheur de jeter un caillou dans le lac. Alors les éléments se déchaînent. Pluie, grêle, tonnerre, éclair. Les sorcières qui ont pris la forme d'oiseaux maléfiques l'attaquent par deux fois. Ils les chassent en évoquant le nom du Christ, en faisant des signes de croix et en brandissant une branche arrosée d'eau bénite. C'est efficace. Comment se protéger des sorcières et s'en débarrasser? Ah, vous pouvez mettre votre chemise à l'envers. Pour espantar las bruxes, pour faire peur aux bruxes. C'est ce que me disait ma mère, quand j'avais mis par inadvertance mon moyen de corps à l'envers. Ni, comme on espantar las bruxes, j'étais témoin. Ta mère disait aussi. Il faut avoir toujours du sel dans une assiette dans la maison. Placez sur le toit une tuile en forme de cour de gaille, de queue de coq, qu'on appelait aussi, à Eos ou à Rivesaltes, corne de sorcière. Mettre des rameaux bénis derrière les portes et les fenêtres.
le chardon, des croix. On voyait ça encore dans les maisons des villages il y a quelques années. Frotter d'ail les portes et les fenêtres. Ou mettre un silex sur le toit. Ou utiliser des moyens les plus ingénieux. Comme cet homme de Troyas, un berger qui s'appelait Ramon. Il n'y a personne de Troyas ici. Donc ça va. Qui surprit 3 femmes du village qui se déshabillèrent, puis s'envolèrent. Il cacha les habits derrière un buisson et plaça des branches de noisetier en croix sur leurs robes. Au retour, dépourvus de leur pouvoir par les croix, les avouèrent leurs méfaits à Ramon et lui promirent de ne pas recommencer à condition de ne pas être dénoncés. C'est pourquoi on n'a jamais su à Troyas qui étaient les 3 sorcières. Si on passe à côté d'elle, on lui fait la figue. Comme ça. La figue de Fax. Il y a le démon qui la donne. Je te fais la figue et je la donne au diable. Et alors, on la frappe avec une branche de noisetier. Pas un roseau, hein, une branche de noisetier. Hein. Le roseau est inefficace. On peut aussi faire une prière spéciale à Saint-Antoine, le response de Saint-Antoine. Mais il est trop long, je ne vais pas vous le faire. Hein. Une question se pose alors, car tout ce que je viens de vous dire pourrait s'assimiler à de la superstition populaire, voire à du folklore. Mais c'est pas ça. Cette croyance était bien ancrée au sein de la société à l'époque moderne. La croyance en la nocivité, en la présence et en la nocivité des sorciers et des sorcières. Et alors il suffisait de circonstances particulières pour déclencher de véritables chasses sorcières, comme celle qui a eu lieu en Catalogne au début du XVIIe siècle, et que je vais traiter maintenant. C'est au début du XVIIe siècle qu'a eu lieu la plus grande chasse aux sorcières connue en Catalogne, Roussillon, Cerdagne et Capcir. Plus de 1000 femmes accusées, 300 condamnées à la pendaison. Vous voyez tous les villages où ça a eu lieu. Hein. Catalogne Nord, Sud, Cerdagne et Capcir. Cette information m'a été donnée par mon collègue de Barcelone, professeur à l'Université de Barcelone, Agustí Alcover, hein, qui a fait sa grande thèse sur les sorcières en Catalogne, en particulier sur cette grande chasse aux sorcières de 1818-1622. Elles sont considérées la cause des grands maux dont souffre le pays à l'époque. Dénoncées par des commérages et soumises à d'affreuses tortures, ces malheureuses avouaient qu'elles avaient été au sabbat et racontaient bien sûr des orgies imaginaires. Ni l'Église, ni l'Inquisition ne sont directement responsables de la chasse aux sorcières, bien que les théologiens du XVe et XVIe siècle aient été tout à fait insuffisants dans leur tâche d'enseignement. Ce sont les pouvoirs civils qui sont responsables des chasses aux sorcières. Mais l'Église et l'Inquisition avaient largement contribué depuis le XIVe à fanatiser les fidèles contre la supposée entente des sorcières avec le diable en les déclarant hérétiques, ennemis de la religion. De nombreux exemples le montrent en Catalogne Sud, à Vic ou Igualada, où on décide localement de capturer, c'est la municipalité, de capturer toutes les sorcières de la ville pour nettoyer la terre de ces personnes qui commettent des crimes atroces. Pour ces justices civiles, c'était une solution facile pour détourner l'attention populaire vers les sorciers responsables de tous les maux et pour mettre fin au mal-être social, bien que tous ces gens qui dénonçaient étaient convaincus que ce qu'ils faisaient était pour le bien de la communauté. Cette crise correspond à la fois à une montée de l'intolérance religieuse, à des bases matérielles et souvent à des circonstances météorologiques.
L'exemple du Roussillon est significatif à cet égard. En plus, pour le Roussillon, nous avons de la documentation de première main, des témoignages de contemporains, comme le chirurgien de Perpignan, Jérôme Cross, ou le notaire de Perpignan, Pelle Pascal, mais aussi des mémorias de la paroisse Saint-Jean de Perpignan, rédigés par des prêtres de l'évêché, et en plus certains éléments du procès qui ont eu lieu en Roussillon, en Cerdagne et en Quercy, que j'ai pu me procurer. Il faut dire que depuis quelques années, les malheurs s'accumulaient, des récoltes insuffisantes. La peste qui avait apparu en 1609, et c'est encore des victimes à Poyestre. Des signes inquiétants qui apparaissaient dans le ciel, en forme de palme, une comète avec une queue resplendissante, en novembre 1618. Et surtout, des inondations catastrophiques en octobre-novembre 1617. C'est pire que l'année de la Gate 1940. Tout cela inquiète les populations, au point que les consuls de Perpignan décrètent des processions et des prières de 40 heures. Et pourtant, les gouverneurs du Roussillon et de Cerdagne avaient été avertis par le sénéchal de Carcassonne et le viguier de Narbonne que quelques mauvaises personnes se sont levées et empoisonnent toutes les eaux et les condiments et les légumes et toutes les viandes, et encore mettent des poisons sur les bancs où on s'assied, où on met les pieds, afin que ceux qui s'assieront là recueillent les poisons. Mais la cause est bientôt découverte, au mois de novembre 1618. Pelle Pascal nous dit que furent découvertes dans cette terre du Roussillon une multitude de sorcières et qu'on en pendit plus de 200. Et comment les découvrait-on? À l'aide d'un bullshot, de petits sorciers nommés Yolens, qui prétendaient les reconnaître en les regardant. Jérôme Cross confirme les faits, mais il nous dit qu'on en pendit 12 à Perpignan. Les mémoires de Saint-Jean sont plus précises. Au mois de décembre 1618, on découvrit la mauvaise secte des sorcières grâce à un bullshot nommé Yolens Calmet, qui venait de Bessalou, en Imprudent. D'abord à Millas, où le bagne, le maire donc, lui demanda de venir. Et il en reconnut plusieurs, notamment Nacapeya, qui était leur abbesse. Elle et ses comparses furent condamnés à la pendaison, parce qu'en effet, en Catalogne, on ne brûle pas les sorcières, on les pend. À Thuir, le conseil se réunit pour le faire venir, pour découvrir les sorcières et remédier à tant de grands et notables dommages qu'elles causent. Et Yolens Calmet allait ainsi de ville en ville, pas pour rien, hein. Il se faisait payer, bien sûr. Il avait intérêt à le découvrir, hein. Et il l'a découvert. Hein. De ville en ville, de lieu en lieu, et en découvrit de nombreuses autres à Perpignan et en Roussillon, à Palot, où les hospitaliers seigneurs du lieu en partirent 9, à La Roque, à Sorède, à Ille, à Néfiat et Bagnols. À Bagnols, à Cosplons en particulier. Les autorités, municipalités et seigneurs locaux l'appelaient partout. À Perpignan, ce fut le gouverneur lui-même qui l'appela. En mai 1619, il y avait encore une quarantaine d'emprisonnés à Perpignan qui attendaient leur procès. Parce que c'était un procès. Il y avait des dénonciateurs, il y avait un dénonciateur, le fameux Yolens Calmet, et puis il y avait les avocats, les notaires, c'était une véritable industrie. Hein. Elles étaient repérées grâce à une marque ou des lettres sur une épaule, qui était lue par la justice une première fois, mais qui disparaissait, et qui reparaissait ensuite sous la forme d'un cœur après une aspersion d'eau bénite. Yolens les inspectait toutes et découvrait sur elles la marque de la pâte de coq qui apparaissait aussi avec de l'eau bénite. Et de plus, c'était intéressant parce qu'elles se dénonçaient l'une de l'autre. L'Inquisition s'émut enfin et appela l'homme à Barcelone. On ne sut que plus tard, après la crise,
qu'il avait été condamné à 10 ans de galère. 10 ans de galère, on n'en revenait pas. Hein. Mais il y en avait des célèbres, les Bouchots. Il y en avait un célèbre. Ah! Il y avait un célèbre, c'est le Bouchot de Mallet, qui officie en Catalogne, qui a fait condamner des centaines de personnes. C'est dommage que vous ne puissiez pas lire. Ce sont des couplets au Bouchot de Mallet. Et on dit, enfin la justice t'a attrapé, toi qui as fait beaucoup de mal, qui as fait condamner les innocentes. Hein. C'est dommage qu'on ne puisse pas lire. Un cas précis, mais il est arrivé que les femmes accusées de sorcellerie se défendent. Hein. Elles risquaient gros. Hein. Alors il y en avait qui se défendaient. C'est le cas d'une nommée Catherine Servanda d'Argelès, qui se plaignait au tribunal de l'Inquisition d'avoir été taxée de sorcière par un nommé Charles Blanquet, qui l'accusait d'avoir provoqué l'apparition d'un goitre chez sa fille, en lui donnant à manger un morceau de tourteau d'anis, ensorcelé auparavant, bien sûr. Hein. Il voulait la tuer. Le tribunal se réunit et convoqua des témoins. On interroge d'abord le mari. Oh, le mari qui dit d'abord que sa femme était une femme terrible, qui provoquait même des coups de vent dans la maison. Il n'a pas bien défendu. Ça devait paraître le mon époux. Le boulanger. La boulanger du village affirma qu'elle était bien sorcière. On l'entendait crier toute la nuit. Elle était venue au village avec des femmes de la montagne reconnues comme sorcières. Et qu'elle avait dit à une malade qu'elle gardait, Mado, levez-vous et partons, parce qu'on prend toutes les sorcières. Ah, c'était donc une sorcière. Nous ne savons pas, dans ce cas, quelle fut la décision des inquisiteurs. Un cas précis connu à Bayouls, à Cospons, par une pièce du procès retrouvée par l'historien roussillonnais Bernard Allard, au XIXe siècle. Et là, l'accusé a eu beaucoup moins de chance. En 1619 furent découverts à Cospons 2 pauvres fermiers, un homme et une femme, qui furent déclarés sorciers. Catherine Bergera et son mari. Elle fut arrêtée à Coyot et visitée par Nicolas Dalmau, chirurgien, qui nous dit: j'ai trouvé que cette femme avait au-dessus de l'épaule droite une marque ronde de la dimension d'un denier, avec ses petites barres, que je jugeais être la marque du diable, dite patte de lapin, dont il a coutume de marquer les bouches. On y a planté à 2 reprises une grosse épingle, sans que cette femme ait fait le moindre mouvement. Bah, c'est connu, les sorcières ne sentent pas la douleur. Hein. Et lorsque le juge, pour l'inciter à pleurer, lui reprochait sa mauvaise vie, il lui a fait voir les dangers qu'elle courait, elle a répondu qu'elle ne pouvait plus pleurer. Quand même, on la hacherait menue comme un oignon. Un cas que la piccola, c'est comme une serre. Parce qu'elle avait le cœur trop serré. Et c'est pour ça, dit le Dalmau, que je la considère comme une bouche. Elle fut conduite à Palau, siège judiciaire de la commanderie de Saint-Jean de Jérusalem, des hospitaliers, où elle fut interrogée. Elle déclara s'appeler Catherine, originaire de France, épouse de Pelle Bergera, domiciliée au mas de Bouchen-Badille, au territoire de Cospons. Et son témoignage: je présume que je suis arrêté parce que le bail de Cospons, Honoré Weiss, m'a ordonné de descendre à Coyot pour me faire reconnaître par Llorens Calmey. Encore lui, qui reconnaît ce qu'on dit les bruches et bruchots. C'est lui qui, en me reconnaissant, a dit que j'étais brouche. J'ai été emprisonné à Coyot et on m'a remise à Palau parce que je suis vassal de la commanderie hospitalière d'Orle. J'ai été reconnu aussi par un chirurgien qui m'a trouvé une certaine marque, qui disait être une marque du diable. Mais moi je ne le crois pas, parce que je n'ai jamais eu aucun rapport avec le diable. Mon tour-signalé m'a dit aussi de pleurer, et que si je pleurais, elle me laisserait aller. Ah, les sorcières ne pleurent pas.
Mais je n'ai pas pu, et je ne puis pas, parce que j'ai le cœur trop serré. Il y a 20 ans que je ne pleure plus, quoique mon mari m'ait souvent battu. Peu moins que mon mari m'agit tout. On lui demande encore s'il a prêté serment et hommage au démon, si le démon lui a offert quelquefois des chandelles de bois allumées, qui l'a endoctriné, qui lui a appris l'office de bouche, s'il n'a jamais employé certains onguents dont se servent les sorcières, si après s'être servi, elle a dit pète sous fouille, et d'autres questions, et elle répond à tout par des dénégations, et jure qu'elle dit la vérité. La suite, nous ne la connaissons pas, mais il est probable qu'elle a été pendue en alta forca sur les murailles de Palau. Elle fait partie des 9, probablement, qui ont été pendus à Palau sur les murailles par les hospitaliers qui avaient droit de retouche de Suisse. La Cerdagne non plus n'a pas échappé à cette épidémie. Et là, la dénonciatrice fut une jeune fille de Baillet, une bouchette, nommée Aldonse, âgée de 14 ans. Elle se disait capable d'identifier les sorcières par la marque sur l'épaule. Elle y voyait apparaître le diable. Elle guérissait en particulier les maux causés par les sorcières, les ganglions du cou. Durant plusieurs années, ces services furent recherchés par un grand nombre de localités de Cerdagne et de l'Altogé, comme le montrent les procès pour sorcellerie de 1618. Arrêtée à l'été 1620, elle fut déférée devant le commissaire du Saint-Office depuis Cerdagne. Et le compte rendu dit que si des malades l'appelaient et lui payaient ses frais de déplacement, elle leur disait le nom de la personne qui les avait ensorcelés et qui seul pouvait les désensorceler. Les malades s'efforçaient alors de la mettre en présence de la personne et lui disaient « Tu m'as ensorcelé, tu m'as fait du mal, libère-moi du mal. » C'est Aldonse qui me l'a dit. Le Saint-Office décida de la libérer en raison de son âge, en lui recommandant de ne plus recommencer sous peine de se voir punir très sévèrement. Ce sont les derniers procès connus en Catalogne. Cependant, le cas de Cire va connaître un épisode tardif en 1642. Le cas de Cire était à, vous savez, c'est la haute vallée de l'Aude dans les Pyrénées-Orientales, dépendait alors de l'évêché d'Alettre, dans la haute vallée de l'Aude. Les habitants, déplorant la disette et une mauvaise récolte, s'étaient mis en tête d'en tenir responsable les sorcières. Mettez-vous à la place du pauvre paysan capsinois quand la vache meurt, de même que le porc qu'il a mis à engrais, que sa femme fait une fausse couche, que le visage des enfants se couvre de moutons, que la charrette va dans le fossé, que le pain ne lève pas, qu'on ne peut plus rater le beurre, que les voix sont affolées, et que l'autre de vin qu'il a acheté se pique. Ah, ça fait une accumulation, il faut bien chercher une explication. Ce sont les sorcières. Alors, pour les traquer, les paysans se paient les services de traqueurs de sortilèges qu'ils font venir de Carcassonne et qui le payent 100 écus. C'est une grosse somme pour des paysans. Ils l'amènent visiter tous les villages du Cap-Cyr. Et évidemment, puisqu'il est payé pour en trouver, il en trouve 32 qui sont immédiatement jetés en prison, dans la prison du Valle de Formiguère. Je ne sais pas comment ils te les trouvent dans la prison du Valle de Formiguère, qui avait certainement pas été prévue pour 32. Là, ce sont les curés du Cap-Cyr qui s'émeuvent. Ils appellent leur évêque, qui est l'évêque d'Alette, qui était alors le janséniste Nicolas Pavillon. Nicolas Pavillon se déplace en plein hiver, en Cap-Cyr. Il interroge le chasseur de sorcières et lui demande comment il déterminait qu'une femme était sorcière. Là, l'entretien tourne court.
L'homme qui était chirurgien avoua qu'il ne connaissait rien en sorcellerie et que seul l'argent le motivait. À ce moment, l'évêque le fait alpaguer par 3 gardes qui le conduisent à Olette où on instruit son procès. Nous n'en connaissons pas l'issue. Alors, comment tout ça s'est arrêté? En Catalogne, en 1622, tous les procès s'étaient arrêtés brusquement et la plupart de celles qui avaient été emprisonnées avaient été libérées. Des ordres étaient venus d'en haut, du roi d'Espagne et du vice-roi de Catalogne. Voyons maintenant pourquoi et comment les sorcières ont fini par trouver des défenseurs. C'est une évidence que l'Inquisition a réagi tard et mal et a manqué de courage pour résister aux pressions des pouvoirs locaux. Le premier à réagir fut un jésuite, Père Gilles, qui rédigea un mémoire à l'intention du duc d'Albuquerque, le vice-roi de Catalogne, où il dénonçait les formes des procès en 15 arguments. Il affirme que la plupart des condamnés l'ont été sans raison claire, qu'ils ont avoué sous la torture qui leur a été appliquée, dans le seul but de les faire dénoncer d'autres personnes. Il accuse surtout la superstition et la fanatisation des classes populaires et affirme que l'eau bénite n'a jamais fait apparaître la marque du diable. C'est Dieu qui a le pouvoir de faire tomber la grêle. Ni le diable, ni les sorciers en son nom. Il pense que les personnes accusées de sorcellerie sont victimes d'hallucinations. Il leur semble attendre des choses qu'elles n'entendent pas, en réalité, qu'elles voient des choses qu'elles ne voient pas, qu'elles s'envolent alors qu'elles ne s'envolent pas, que le diable leur parle alors qu'il ne leur parle pas, qu'elles ont causé des morts alors que ces personnes sont mortes par la volonté de Dieu. Mais le mémoire de Père Gilles venait à contre-courant des idées reçues. Et il a eu immédiatement des contradicteurs. En particulier, un avocat de Perpignan, dont je n'ai pas le nom parce que son nom n'a pas été conservé, et qui lui a répondu point par point. Pour lui, la Cancellerie réale du comté de Roussillon a suivi toutes les procédures légales, en accord avec les pratiques habituelles suivies pour les crimes de maléfice, aussi bien dans la recherche des sorcières que dans leur capture. La torture fait partie des procédures. Il affirme la validité de la preuve par l'eau bénite et croit que la destruction des récoltes a bien été provoquée par les sorcières. Il conclut que l'opinion que les méfaits des sorcières ne se produisent pas porte en réalité préjudice à l'Église et à l'État. Son témoignage confirme que les jugements de Perpignan avaient été précédés de prières publiques dans les églises devant le Saint-Sacrement par tout le peuple et le clergé de Perpignan. Inutile, je crois, d'épiloguer sur le climat d'exaltation religieuse qui accompagnait la chasse aux sorcières en Roussillon. C'est ce qui explique que la fin de la chasse aux sorcières ne pouvait venir que d'en haut. D'une lettre envoyée par le roi d'Espagne, Philippe III, le 7 novembre 1620, c'est celle que vous avez affichée, où il demande d'accorder, pour la tranquillité publique, le pardon général à ceux qui ont commis le péché de sorcellerie, et de le châtier que c'est celle qui recommencerait. La lettre ne fut pas suivie d'effet immédiat, et le successeur de Philippe III, Philippe IV, est alerté par de nouvelles informations sur la situation sur le terrain. On lui dit, en Roussillon, c'est pas réglé. Des femmes vieilles, faibles, meurent sous la torture après avoir confessé ce qu'elles n'ont pas fait. Et en plus, la chasse aux sorcières s'est transformée en un négoce juteux pour les dénonciateurs, les notaires et les avocats. Alors, Philippe IV ordonne que les évêques de Catalogne soient consultés. On va leur poser 2 questions. Faut-il pardonner ou non? Et faut-il réserver ces causes de sorcellerie
à l'Inquisition. 4 sur 6 se montrent favorables au pardon. Ceux de Tortosa, d'Urgell et d'Elne, les princesses de Saint-Just. Mais 2 sont contraires. Ils sont contre le pardon, ceux de Vic et de Lleida. Celui de Sorton nous dit que la matière est difficile à traiter, quand certaines femmes ont avoué être sorcières. Il conclut, tout cela me semble être des ruses du démon pour prendre des âmes et les mener à l'enfer. Il cherche pour cela des sujets faibles, généralement de vieilles femmes, pauvres, marginalisées, qui avouent n'importe quoi sur leur torture et meurent en sont innocents. Sans quoi les évêques de Vic et de Lleida répondent que ce serait une grave erreur de le pardonner. Ce problème ouvre une brèche importante au sein de l'Église de Catalogne. La même division apparaît à la seconde question posée par le pouvoir. Faut-il donner à l'Inquisition la haute main sur ses procès et la retirer aux instances locales? La décision finale fut que ce serait ni l'une ni l'autre, mais que ce serait uniquement le tribunal de la Real Audiencia de Catalogne à Barcelone, en tant que tribunal suprême, qui se chargerait de tous les procès, ce qui permettait d'échapper aux influences locales. Ce tribunal suprême décréta aussitôt la libération de toutes les personnes poursuivies. À noter, juridiquement, que cette décision aurait dû être soumise aux Corts de Catalogne, car elle impliquait des modifications aux constitutions de Catalogne qui régissaient le pays et que seule la Cour générale pouvait approuver. Mais la royauté s'assit dessus, probablement pour des raisons de maintien de l'ordre public. Les Catalans seront lui rappelés en 1640, quand ils se révolteront contre la monarchie espagnole. Après 1622, s'il y eut encore quelques procès isolés, il n'y eut plus d'action collective généralisée en dehors du cadre du Cap Cyr que je vous ai cité plus haut. Fini.